globalisation, c'était évident, elle est le mouvement essentiel de notre époque et nous prend en quelque sorte, nous prend à revers, et nous sommes à cause de cela aussi pris dans une contradiction qui est insurmontable, qui a été évoquée, celle du repli identitaire entre guillemets. D'ailleurs, dès que l'on dit qu'on ne veut pas, qu'on n'est pas pour la globalisation, on est forcément du côté de ceux qui sont pour l'identité, le repli, l'enfermement, etc. En même temps, nous sommes bien sûr aussi adhérents à cette globalisation. Nous voulons bien sûr nous aussi bénéficier de cette ouverture, je dirais, sur l'ensemble de la planète. Nous ne voulons pas reconstituer des frontières, nous ne voulons pas fermer les horizons. Et en même temps, si nous continuons comme ça, et en cela, je dirais, la relation entre l'écologie et la culture est évidente. Il ne peut pas y avoir une écologie forte sans qu'elle soit ancrée sur le local. Il ne peut pas y avoir une culture qui est significative pour nous sans qu'elle soit aussi ancrée sur le local. Et d'une certaine manière, on pourrait faire un parallèle entre les circuits courts qu'on nous propose maintenant pour sauvegarder les relations, disons, pour sauvegarder une certaine économie, une certaine agriculture, un certain échange, disons, entre nous. Et ça vaut aussi, je dirais, pour la culture. Je ne vois pas comment nous ne pourrions pas devoir aussi défendre les circuits courts au plan culturel et donc défendre en priorité, je dirais, les acteurs culturels locaux, même si on est alors taxé d'enfermement identitaire. Il faut, je dirais, d'une certaine manière, il faut à un moment donné peut-être accepter cette accusation et se dire oui, nous sommes pour la reconstruction du local à tous les niveaux, et cela implique une certaine remise en cause de cette idée d'ouverture infinie et générale et impersonnelle. Alors, un troisième point que je voulais encore faire, c'est qui me paraît être très caractéristique de notre mouvement. On dit le mouvement culturel, alors qu'il y a eu bien sûr des mouvements culturels extrêmement divers, extrêmement nombreux durant cette période. Et ce qui me paraît caractériser ces mouvements, c'est l'incapacité de faire un grand mouvement. Nous avons toujours été éclatés entre plusieurs tendances, initiatives, personnalités, sensibilités, et en particulier, il y a, pour ce qui concerne l'Alsace, la culture alsacienne, l'identité alsacienne, etc., il y a énormément de choses qui se sont faites par des petits groupes, mais qui ont toujours voulu rester un petit groupe, disons, concentré sur un objectif précis, les châteaux forts, le théâtre alsacien, la cuisine, la défense de je ne sais trop quelle espèce dans un vallée, etc. Et tout ça, c'est chaque fois tout à fait honorable, tout à fait méritant, tout à fait valable, mais à un moment donné, il aurait fallu que tous ces mouvements arrivent à se fédérer pour construire un grand mouvement fort ensemble, ce qu'on n'est pas arrivé à faire, et bien sûr cela est en relation avec cette incapacité d'accéder aux politiques et de tirer les conséquences politiques de ces nombreux engagements culturels et autres. Et cela fait que nous avons été en grande partie donc inefficaces. Quand on regarde, Jean-Claude évoquait le fait qu'il y avait des travaux sur les partis autonomistes, mais il y a des travaux surtout, si l'on regarde, on parle beaucoup d'Alsace, si l'on regarde tout ce qui existe, ce qui a été écrit, ce qui a été étudié, ce qui a été, disons, accumulé, il n'y a pas d'endroit où il y a plus de choses qui ont été dites, creusées, réfléchies, ressassées, sur la Spittel que l'Alsace. Nous avons tout a été dit, tout a été étudié, tout a été pensé, mais cela n'a jamais accédé, ça n'a jamais été utilisé. Les gens n'y ont pas accédé. Alors,
voilà, il faudrait maintenant que nous voyions comment toute cette richesse puisse être mieux utilisée dans l'avenir. Je ne sais pas. Et enfin, pour reprendre peut-être l'observation de monsieur, il y a aussi un fait qui est incontestable. Nous parlons évidemment de notre spécificité linguistique. Là, nous en parlons seulement en français parce que c'est un fait objectif que la plupart d'entre nous ne maîtrisent plus ni l'allemand ni le dialecte de manière à pouvoir tenir, par exemple, le débat que nous avons eu ici, dans l'une ou l'autre de ces formes. Hein. Donc, plus, disons, moins nous savons l'allemand ou le dialecte, plus nous parlons de l'allemand et du dialecte. Hein. Les jeunes autonomistes des années 20 et 30 se parlaient en français aussi. D'accord, mais c'est pas ça. C'est que c'est une question de comment voulez-vous pour je comprends bien. Je comprends bien ces jeunes qui ne sont pas là. Comment voulez-vous qu'ils adhèrent à une cause qui comporte comme élément central une dimension, une action qui est fondamentale, qui est de parler leur langue régionale. Et ils doivent en quelque sorte se battre pour quelque chose qui n'est déjà plus leur propriété, et qu'ils pourraient, s'ils avaient vraiment un esprit, comme l'a fait Jacqueline, s'ils avaient vraiment un esprit, je dirais, d'avenir, dire c'est trop tard pour nous, mais nos enfants pourront, si nous construisons une Alsace forte du point de vue éducatif et culturel, eux, ils pourront le récupérer. Tout comme l'État d'Israël, qui connaissait l'hébreu en Israël en 1945. Bon, ben, à un moment donné, eh ben, il faudrait s'engager non pas pour soi, mais pour la génération d'après. Hein. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très abstrait et de très difficile. Voilà, j'en ai terminé comme observation. En tout cas, je pense que nous devons, dans tous les cas, être très pour reprendre l'idée de Jean-Claude concernant Glissant et la créolisation. Mais la créolisation, ça signifie, dans un premier temps, que des gens parlent mal, qu'ils parlent de travers, qu'ils parlent n'importe comment. Alors il faut donc accepter, notamment par rapport à ces jeunes, et je reviens sur ce que disait Jacqueline, accepter que les jeunes Alsaciens parlent mal allemand, ne pas toujours... Et français, ils parlent mal français. Ils connaissent mal, ne pas toujours leur dire, mais tu n'as rien compris, tu ne sais pas parler ce que tu parles mal. Il faut accepter cette créolisation qui est la base de la création d'une nouvelle Alsace. La créolisation, pour qu'elle fonctionne, elle nécessite aussi les circuits larges. Et la relation, elle ne peut pas être pensée... La créolisation, elle implique justement aussi des rapports et des relations. Non, il faut que toute construction linguistique part d'abord par un certain enfermement dans un cadre, comment les langues se sont faites, comment les langues se sont construites, par l'absence de contact qui a fait qu'un groupe sociologique donné a développé quelque chose qui lui est particulier. Et nous devons accepter à un moment donné un certain degré d'entre nous pour pouvoir reconstruire quelque chose d'original. Alors je ne suis pas du tout dans la ligne, mais vous savez bien que ça ne fait pas peur. Merci Jean-Marie. Un dernier point d'information. M. Richard a parlé du film Quand le drapeau rouge flottait sur la cathédrale. Je donne une information, vous faites Google et vous mettez dessus exactement Quand le drapeau rouge flottait sur la cathédrale, et on vous envoie YouTube et vous avez le film de 52 minutes. Je l'ai vu hier soir 3 fois. Il s'agit du 1900. Alors 52 minutes.